Alors, on a des constats. On constate tout d'abord que des domaines d'influence, on a des domaines d'influence et leurs facteurs. Ces domaines d'influence sont de trois natures. Il y a le sport, et vous verrez que le sport porte en lui-même les conditions de son propre abandon. On a l'école, vous verrez. On a un système scolaire qui est tel aujourd'hui qu'il est bien souvent à l'origine de l'abandon de la pratique sportive. On a une influence des familles. Vous verrez, elle est plutôt marquée dans le primaire, quand le gamin arrête dans le primaire. Et puis on a une influence des pères qui monte au fur et à mesure que le gamin s'émancipe de l'influence de la famille, ça c'est un processus assez classique, et puis l'influence du corps, bon, c'est une influence qui est permanente, c'est-à-dire que si j'ai un souci corporel, bien évidemment, à un moment donné, j'arrête, quel que soit le moment où j'arrête. Ça c'est le premier aspect. Il y a plusieurs domaines, le sport, l'école, la famille, les pères et le corps. L'autre aspect, c'est qu'il y a des scénarios possibles. On s'est rendu compte que ce n'était pas si simple comme pouvaient l'envisager les conceptions de l'isio-contrainte ou les perspectives écologiques. Ce n'est pas simplement une barrière ou des facilitateurs. Parfois, c'est le cas. La famille dit on arrête de pratiquer le sport parce que j'ai peur. Tu es dans un environnement qui est tel que ça ne me convient pas, j'arrête. Bon, là, c'est simple. C'est une sorte de barrière, c'est une sorte d'élément qui vient se mettre à l'interaction entre j'ai l'envie de pratiquer puis je ne pratique pas. Mais ce qu'on constate, c'est que dans la majorité des cas, les mécanismes sont beaucoup plus complexes. C'est-à-dire, ce qui est à l'origine de l'abandon, c'est des interactions entre différents facteurs qui appartiennent à des domaines de la vie sociale différents. Ce qui complexifiera d'ailleurs notre tâche si jamais on veut agir sur l'engagement de ces processus de désportivisation. Et puis, ce qu'on constate, c'est que, troisième aspect, l'influence des domaines sont variables suivant les moments de l'arrêt. Alors, globalement, quelques résultats. Deux domaines sont principalement invoqués, le sport. Le sport et l'efficacité. Quand un gamin a une absence de victoire, est incapable et c'est pas au niveau, bien évidemment, il va abandonner. Donc, soyez vigilants sur ces problématiques-là, à construire les conditions de l'efficacité de l'élève et à ne pas le mettre dans une situation où il se rend compte qu'il n'est pas efficace parce que ça peut être un vecteur à l'origine de son abandon. Deuxième aspect, les contraintes liées à la pratique sportive. Bien évidemment, la compétition. Alors là, c'est ambigu, il y en a qui arrêtent parce qu'il y a de la compète, il y en a qui arrêtent parce qu'il n'y en a pas. Hein, c'est toujours assez complexe cette mécanique-là. Hein. La répétition, l'effort. Les contraintes, le fait que ça soit trop sérieux, là je vous dis des choses que les gamins nous ont dit, donc soyez vigilants et on reviendra sur l'effort, sur cette relation à la compétition, sur cette relation à la répétition, sur cette relation à l'effort, sur cette relation au fait que parfois le cours d'éducation physique apparaît comme trop sérieux, et puis enfin les interactions, et il y a un aspect très important, c'est le climat de club. Alors souvent on parle de climat de club, de classe, on parle de climat motivationnel, mais là il y a un vrai climat de club. Le climat dans lequel se déroule l'éducation physique est un élément sur lequel vous devez être sensible, parce que les constats que l'on peut faire avec les gamins, bien souvent, c'est parce qu'il n'y a pas un bon climat de club qu'ils arrêtent de pratiquer. Donc c'est un élément sur lequel il va falloir revenir. La relation à l'efficacité, la relation à l'effort, la relation au climat dans lequel les gamins fonctionnent avec vous, je pense que c'est des éléments sur lesquels il va falloir envisager de travailler sérieusement. Alors l'école, c'est un élément qui est fondamentalement à l'origine de la pratique scolaire. Alors d'abord, évidemment, en fonction du régime, s'il est demi-pensionnaire ou interne, il arrête. En fonction des déplacements, ça c'est assez classique. Mais ensuite, à cause du métier d'élève et le travail scolaire, on s'est rendu compte ô combien le travail scolaire dans notre système scolaire français est bien souvent à l'origine de l'abandon de la pratique sportive. Donc du coup, alors ça c'est une sacrée mission de demander aux enseignants d'éducation physique de transformer l'école, mais aux enseignants dans leur globalité de repenser, d'aider à repenser le système scolaire de telle sorte qu'il laisse une place à d'autres formes de travail qui se réduiraient exclusivement au travail scolaire. Donc là aussi, il y a des pistes sur lesquelles vous voulez travailler. Quand on regarde les moments de l'arrêt, alors on constate que le sport, il a une influence primordiale pendant le collège. Si les gamins arrêtent en collège, majoritairement, comme c'est une approche qualitative, je ne veux pas utiliser des termes plutôt quantitatifs, mais de manière dominante, la référence au domaine de la vie sociale sportive est invoquée. L'école, plus on avance dans la scolarité, plus le domaine de la vie sociale scolaire est invoqué. C'est-à-dire que les lycéens invoquent plus souvent l'école comme un élément qui est à l'origine du fait qu'ils sont obligés d'abandonner la pratique sportive. La famille, là c'est l'inverse. Le poids de la famille dans le fait d'être à l'origine de l'abandon, c'est plutôt quand les gamins arrêtent en primaire.
Bon, les pères, évidemment, ils ont une influence de plus en plus grande au fur et à mesure qu'on avance dans le lycée. Ça, c'est une mécanique classique. Comme disait Dominique Pasquier, dans les cultures des jeunes, à l'influence du père se substitue l'influence des pères. Mais c'est rarement invoqué, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein. Les deux éléments les plus souvent invoqués, c'est quand même le club et la famille. Et puis le corps, ben, il est omniprésent. Et on va envisager une ambition éducative à partir de 4 idées. D'abord, on va constater 2 éléments qui sont à retenir. D'abord, la pratique du sport est une réalité multiple. Dans le domaine privé, hein, je ne parle pas dans le domaine public, dans le domaine privé, il y a des communautés ludiques. L'école de la République ne peut pas se contenter de ces communautés ludiques. Elle doit travailler sur ces communautés ludiques pour aller des communautés ludiques, de ces cultures singulières, vers une culture qui est une culture plus largement partagée, qui permet de construire une citoyenneté, car je vous rappelle que le premier moyen pour construire une citoyenneté en acte, c'est de partager une culture commune. C'est quand même la vocation originelle de l'école. Ensuite, il y a des pratiques hybrides. Je crois qu'on ne peut pas passer sous silence le fait qu'aujourd'hui, entre guillemets, la modernité de la pratique sportive s'incarne dans le fait que les gens adhèrent à des formes de pratique parce qu'elles leur permettent, dans un cadre bien évidemment contraint, elles leur permettent de choisir le chemin sportif qu'elles veulent emprunter. Deuxième idée, bien évidemment, c'est que l'abandon de la pratique sportive est une réalité multiple. Il y a une diversité des domaines d'influence sur lesquels il va falloir agir. Il y a une diversité de leurs influences qui complexifie d'ailleurs les raisons pour lesquelles ils arrêtent. Et puis il y a une diversité des situations suivant les moments de l'abandon. Rappelez-vous, la famille plutôt quand on abandonne en primaire, le club plutôt quand on abandonne au collège et l'école quand on abandonne au lycée. Voilà donc ce que je retiendrai. Du coup, il faut resportiviser la discipline. La pratique du sport est une réalité multiple. Donc moi, je propose une culture sportive scolaire ouverte aux communautés ludiques et à l'hybridation des pratiques. Je vous dirai comment. Je crois que c'est le leitmotiv. Certes, elle doit être sportive, mais elle doit s'ouvrir aux communautés ludiques. Mais s'ouvrir aux communautés ludiques, c'est pas entretenir ces communautés ludiques. Hein, on verra, c'est partir de ces communautés ludiques pour aller à la rencontre d'une culture commune qui leur permet d'aller vers une communauté plus large, qui est la communauté nationale. Et enfin, l'hybridation des pratiques, c'est-à-dire la prise en compte du fait qu'on doit proposer aux élèves des chemins dans le cadre d'une pratique sportive, un chemin qu'ils auront la possibilité de choisir, mais on verra à quelles conditions, car il ne s'agit pas de choisir en fonction de l'air du temps, mais de choisir en fonction de critères rationnels. L'abandon est une réalité multiple. Je crois que vous devez être fondamentalement à l'écoute de la désportivisation. La désportivisation, permettez-moi cette expression, ne doit pas vous passer sous le nez. S'il y a des gens qui sont directement concernés par cette problématique, c'est bien vous, les enseignants d'éducation physique. Et puis, il va falloir prendre en compte les non-sportifs. On a globalement interrogé plus de 350 gamins et on a 11 non-sportifs. 11 non-sportifs, c'est-à-dire, c'est fini 11 non-sportifs, c'est-à-dire des gamins qui n'ont jamais pratiqué le sport. C'est-à-dire, vous avez à la fois des populations qui abandonnent, mais vous avez aussi des populations qui ne connaissent pas la pratique sportive, sauf qu'ils la connaissent à partir de l'expérience qu'ils vivent en éducation physique. Donc, vous voyez qu'il y a 2 cas particuliers. Donc, à partir de ça, je propose, comme je l'ai proposé dans le dossier EPS, cette idée de resportiviser la discipline. Alors, première idée, construire un troc culturel. Alors ça fait longtemps que je le dis. Manifestement, je ne suis pas trop écouté, mais comme je suis assez tenace, je reviens à la charge. Hein, voilà. Donc, pourquoi je ne suis pas écouté? Je vais vous le dire. Hein. Moi, j'ai constaté qu'il y avait un football de pied d'immeuble, que c'était un foyer culturel magnifique sur lequel on pouvait travailler. On a écrit un article avec Pierre Terme qui s'appelait « Vers une ethnopédagogie » où on disait qu'il faut tenir compte de cette diversité des cultures à l'école. Manifestement, plutôt que de tenir compte de ces cultures à l'école, on évite d'enseigner ces cultures à l'école. Du coup, on n'enseigne plus au foot. Sauf que ces cultures, elles existent également en natation, elles existent également dans le tennis, elles existent également dans les activités artistiques. Donc, ça ne se réduit pas exclusivement à la pratique du foot. Mais bien souvent, quand les gamins arrivent avec une culture singulière, la première des choses, c'est d'abord de la rejeter et éventuellement de ne pas l'enseigner. Comme ça, entre nous, on n'est pas importuné. Et comme je suis filmé, j'utilise ce terme plutôt qu'un autre.
Bon, et on va aller vers une culture sportive commune. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien évidemment, il faut une forme scolaire de pratique stable. C'est-à-dire, il faut définir les contours d'une culture commune. C'est indispensable. Elle est là. C'est à partir de ça qu'on va négocier avec les élèves. Ensuite, bien évidemment, il faut prendre en compte ce qu'ils savent faire et en même temps leur montrer, à partir de cette culture commune et cette forme de pratique scolaire, ce qu'ils ne savent pas faire, c'est-à-dire à la fois leur proposer ce que j'appelle, d'ailleurs c'est pas moi qui l'appelle, c'est Mérieux, comme Mérieux est venu vous rendre visite dernièrement, accordant à Mérieux ce qui lui revient, des problèmes à résoudre et des expérimentations à mener, des situations problèmes dans un cas et des situations expérimentales. Des situations problèmes, c'est que vous posez un problème, mais il a dans sa besace les moyens de le résoudre. Juste une petite illustration, vous avez des footballeurs de pied d'immeuble, vous faites un match conventionnel, des gardiens, un 5 contre 5, hein, une vraie pratique qui renvoie à la culture sportive qui est la plus commune, et vous leur offrez la possibilité d'un jeu à thème où il est interdit de faire des passes en avant. Mais quel bonheur ça va être pour eux! Parce que du coup, pour aller en avant, ne reste qu'une solution, c'est de dribbler, mais ils savent faire. Mais eux, ils savent faire pour éliminer avec élégance un adversaire. Et éventuellement avoir un surnom, la libellule, le gorille, et exister dans la cité. Vous non, vous leur proposez de dribbler pour aller marquer. C'est-à-dire vous repositionnez ce qu'ils savent faire dans le cadre d'une culture qui a collectivement du sens. Et puis, une situation expérimentale, ben vous inversez le problème. C'est-à-dire vous ne leur permettez pas d'aller vers l'avant en dribblant. Pour aller vers l'avant, ben, il va falloir faire des passes. Ah ça, c'est plus problématique. Et là, il va falloir construire ce qu'adorent construire les profs de PS avec les élèves, le démarquage, qui est l'alpha et l'oméga de l'enseignement des sports collectifs en France. On va construire le démarquage. Mais je le dis avec une forme d'humour, mais en même temps chez eux, c'est un vrai sens culturel. Qu'est-ce que c'est le démarquage? Qu'est-ce que ça veut dire, à un moment donné, offrir une solution alors que je n'ai pas le ballon? Donc là, il y a des choses à faire. Jouer sur cette dialectique-là. Et enfin, il y a une identification et une institution, l'AS. Parce que l'AS, c'est quand même le meilleur moyen pour aller à la rencontre des autres et de constater que le modèle culturel à partir duquel je mets en jeu mon engagement a du sens pour les autres. Parce qu'il vous est sûrement arrivé de vous balader avec des gamins qui jouent un football de pied d'immeuble. Excusez-moi de parler du football, mais c'est l'image que je connais le mieux. Puis bon, footballeur un jour, footballeur toujours, hein, c'est comme ça. Et du coup, quand ils rencontrent les autres, ben, ils développent une forme de pratique, un engagement qui n'a rien à voir avec celui que les autres attendent. Il y a une sorte de dissonance culturelle et l'AS, c'est le lieu de donner du sens, qui permet de donner du sens à la forme de culture que vous leur proposez. Si je te propose cette culture, c'est parce que ça va te permettre d'aller à la rencontre du plus grand nombre. Deuxième idée, une culture sportive commune univoque vers une culture sportive commune plurielle, c'est-à-dire cette culture qui propose plusieurs cheminements. Donc une forme pratique qui permet des différentes mises à mesure, des différentes mises à défi. Vous n'en avez pas marre de faire courir les gamins 3 fois 500, ils tournent. La vitesse maximale aérobique, il ne pourrait pas y en avoir avec des serre-files, il ne pourrait pas y en avoir avec avec des gamins qui éventuellement se mettraient en route à partir de leur propre performance. Il ne pourrait pas y en avoir éventuellement qui ont envie de courir, mais parce qu'ils se tirent la bourre avec des partenaires. C'est pas possible ça, de le mettre en route, ça. C'est pas possible de développer, dans le cadre de votre pratique scolaire, des formes d'environnement culturel qui sont ceux qui mettent aujourd'hui les adultes en route, et les élèves auxquels vous vous adressez sont les adultes de demain. C'est pas possible, ça, de le faire. Franchement, c'est compliqué. En plus, avec les outils numériques que vous avez à votre disposition, c'est de la rigolade, comme on dit à Marseille, hein. Bon. Enfin, un inventaire de ces possibilités, parce qu'il faut savoir ce que l'on est capable de faire pour éventuellement choisir. Parce qu'il ne s'agit pas de s'engager en voulant se mesurer à l'autre, en voulant se mesurer à soi-même ou à une série d'obstacles, si on ne sait pas objectivement ce qu'on est capable de faire. Parce que l'enseignant d'éducation physique doit aider le gamin à savoir quel type de chemin il est préférable qu'il prenne. Ou éventuellement, quelles sont les difficultés qu'il va rencontrer s'il choisit un certain type de chemin compte tenu des moyens qu'il a à sa disposition. Autre idée, et il m'en reste plus que deux, c'est de l'abandon de la pratique sportive à la reconquête d'une culture sportive. Très honnêtement, c'est un vrai challenge pour vous, hein. Donc une connaissance des raisons de l'arrêt, il faut être à l'écoute, une aide à la décision, vous devez être là, l'accompagner, et puis éventuellement, ce qui me semble intéressant, c'est redonner la place au goût de la pratique sportive. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les raisons pour lesquelles ils abandonnent. Le climat de club, la relation à l'effort,
la relation à l'efficacité. Autant d'éléments sur lesquels il va falloir travailler pour qu'en éducation physique, vous ne reproduisiez pas ce qui, dans le cadre de leur pratique extrascolaire, est à l'origine de l'abandon. Sacré challenge, hein? Mais quel beau challenge pour votre génération. Et enfin, dernière idée, j'ai terminé. D'une absence de ceux qui ne pratiquent pas de culture sportive au partage d'une culture sportive commune, là je parle à ceux qui n'aiment pas le sport, alors une forme de pratique hybride hein, qui permet la découverte d'expériences sportives. Déjà, si on leur propose plusieurs chemins, je pense que là, on a des chances de plutôt les attirer. Une forme de pratique en poupée russe, c'est-à-dire une forme de pratique qui, vous proposez toujours la même pratique, mais en termes, parce que c'est l'effort hein, qui leur pose le problème, c'est la relation à l'effort. Ils n'aiment pas l'effort, ils n'aiment pas travailler, ils n'aiment pas transpirer, bon ça va, ça vous parle ça, vous les voyez les gamins. Donc du coup, en même temps, on ne peut pas faire du sport sans effort. Et en même temps, la problématique de l'effort n'est pas réductible exclusivement aux enseignants d'éducation physique. Donc soyez pertinents dans le sens où vous contrôlez cette variable effort. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas l'effort en proposant des choses différentes. Vous proposez toujours la même chose, mais une des variables didactiques sur laquelle vous travaillez, c'est l'effort. C'est-à-dire c'est toujours la même poupée, elles se ressemblent toutes, mais au fur et à mesure qu'on avance, la grosseur de la poupée augmente. C'est-à-dire que l'intensité de l'effort réclamé dans l'engagement qui est exigé croît. Et enfin, dernière idée, je termine là-dessus, un accompagnement par un père sportif. Ah, ça, des pères, vous en formez, des pères asymétriques, pas asymétriques, mais il y a une paire aussi chez ces gamins qui me semble fondamentale, c'est cette relation entre celui qui n'a pas d'appétit, qui perd l'appétit pour la pratique sportive, et celui qui l'a totalement. Là, il y a des formes d'assemblage, de couplage, qui, me semble-t-il, professionnellement, sont des leviers sur lesquels vous pouvez agir. Voilà, je m'excuse d'avoir dépassé le temps imparti et je vous remercie pour votre attention.